Jacksonville, I think me and all y'all can agree on one thing. Kenny Omega may be a tough son of a bitch, but he can't make an exploding ring worth of shit. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Baro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va vite, ça va cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Catchacast. Le Catchacast, c'est le catch sous toutes ses formes, mission de Death Podcast. Et vous avez au micro, comme d'habitude, celui qui ne sait jamais s'arrêter, Mehdi. Mais cette fois-ci, je vais faire court parce que je ne suis pas tout seul. Je suis avec Félix. Salut, salut. Un petit peu moins surprenant, hein, le taulier, c'est lui qui s'occupe de la promo, c'est lui qui s'occupe de toutes les petites refs, tous les petits trucs sympas qui vous font sourire le matin dans le métro ou en télétravail avant de lancer votre boulot en slip. C'est lui qui vous donne le smile avec ses news sur Twitter, Instagram, Facebook, et voilà, comme ça c'est dit, ainsi que YouTube. Mais nous ne sommes pas seuls parce que nous n'avons pas un invité, pas deux invités, mais le retour de des membres de la famille. Nous avons Laure. Hello Laure. Salut Mehdi. Et ouais, je gueule comme un gros sac, j'espère que je vais pas faire saturer, c'est la joie, le plaisir de vous retrouver, sans souci technique. Et Raphaël. Salut, je suis très content d'être de retour dans le podcast. Et on est très heureux de vous retrouver tous les deux, évidemment, vous le savez, hein, c'est la tag team gagnante, hein, Laure et Raphaël. Et on va vous parler d'un sujet qui en général est un petit peu clivant, comme on dit sur France Télévisions, hein, qui est segmentant. On va vous parler effectivement de ce qu'on appelle les matchs hardcore. Alors hardcore, hein, c'est très large, il y a pas mal d'acceptations qu'on va essayer de décortiquer avec vous, mais en général c'est vraiment, alors là si vous avez des gens dans votre entourage qui font mais catch c'est pour défaut, écoutez, montrez-leur des matchs hardcore, et là je pense qu'en général ils vont un petit peu baisser en intensité par rapport à ça, mais on va en parler pendant toute cette émission. Et évidemment vous en doutez, au-delà du plaisir qu'ils soient présents avec nous, Laure et Raphaël auront pas mal de choses à nous dire. Vous allez voir ça, comme ils nous ont fait la joie de nous transporter il y a ça un peu plus d'un an maintenant au Japon, avec leur tour du Japon, toujours disponible dans toutes les crèmeries et iTunes et autres plateformes audio sur lesquelles nous sommes évidemment au Catchacast. On va se lancer, donc on l'a pas lancé par hasard ce sujet, évidemment, notre rédacteur en chef, on va dire, Félix, l'a fait pour un événement bien particulier, et comme d'habitude je vais rendre à César ce qui est à César pour la suggestion de l'émission, hein. Tu l'as fait avec quelque chose en tête, un petit malin, un truc récent même. Bah oui, c'est Révolution 2021 présenté par l'AEW et son main event dantesque Exploding Barbed Wire Deathmatch. Voilà, on parle de mes phrases qui n'en finissent pas, mais il y a aussi des titres de match qui sont interminables. Et peut-être que on va commencer à vous planter le décor après sur ce que c'était, sur ce que ça représentait à échelle de la l'AEW et plus généralement symboliquement, parce qu'on en a eu, on va dire, c'était vraiment le syndrome du boucher, comme on dit, hein. Au niveau symbolique, il y en a un peu plus, on le laisse quand même avec des guests par-ci par-là pour te parler des matchs hardcore et compagnie. Et on va en parler, comme on vous le disait, avec Laure
et Raphaël, qui, non contents d'être calés sur le sujet, même si vous entendrez peut-être une petite voix de Laure dans son perfectionnisme qui vous dira que ce n'est pas assez et qu'elle reviendra comme dans les méchants des films pour vous en reparler encore plus en détail, mais en tout cas qui vont largement avoir assez à vous en dire parce qu'ils s'y connaissent et en plus ils apprécient les matchs hardcore, le catch hardcore, parce qu'en plus ils en ont suivi un petit peu partout dans le monde, et on va parler de tout ça ensemble. Ouais, alors je voudrais juste apporter une petite précision, excuse-moi. Enfin, on n'est pas des spécialistes non plus, on est des amateurs de catch hardcore, mais on n'est pas non plus... Voilà, on n'a pas la science infuse là-dessus. Ouais. Mais vous avez l'avantage de l'avoir vu en live. Ouais, mais ça, oui, c'est quelque chose. On a vu en live, mais voilà, on reste des amateurs, on va dire. Peut-être amateurs un peu plus éclairés, mais on reste des amateurs, voilà. C'est bien d'être précis, amateur éclairé, voilà, vous avez le macaron qui va bien, et nous sommes lancés, peut-être donner en quelques mots, même si c'est compliqué, et juste après on rebondira sur l'AEW Révolution, ce que ça représente pour vous, Laure et Raphaël, le catch hardcore, peut-être en marge ou en comparaison du catch plus classique, si on peut l'appeler comme ça. Je le dissocie pas trop justement du catch classique, on va dire. Ok. Pour moi, c'est une déclinaison, une autre. Ça fait partie du spectre du catch, tout comme il y a du catch high flying, du catch technique, du catch tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Et pour moi, le hardcore, ça fait partie du catch en général, parce que bon, j'imagine on va y revenir, on va faire un petit historique du hardcore, mais pour moi en tout cas, ce que je comprends, le hardcore, c'est dès qu'il y a plus de... Dès que c'est plus la règle classique où on gagne par tomber 1, 2, 3 et ou par soumission, et que tout le reste est interdit, ça c'est les règles classiques, quoi. Mais dès que si tu as le droit d'utiliser une chaise, s'il y a une cage autour du ring, même s'il n'y a pas forcément de sang, de barbelé, tout ce que tu veux, pour moi ça reste déjà du catch hardcore au final. Oui. La précision est de taille justement sur les derniers éléments que tu as donnés. On y reviendra après. Et pour toi, Laure, est-ce que ça se rapproche de ce qu'en disait Raphaël, ou est-ce que tu es un petit peu plus pointilleuse sur certains éléments concernant le catch hardcore? Non, moi je suis assez d'accord avec Raphaël. Ouais. Okay. Après, voilà, le catch hardcore, t'en as pas dans toutes les fédérations. Voilà, quand t'as vraiment des fédérations qui sont plus spécialisées, on va dire. Et qui vont pouvoir te proposer des matchs hardcore de qualité, comme par exemple la Big Japan, tu vois, qui ne fait pas que du hardcore. Ouais. Tu as des shows Big Japan où tu n'as pas un match hardcore. Ça peut arriver, tu vois. Très très bien. On va partir là-dessus, sur le fait que c'est un peu un catch comme un autre, comme disaient Laure et Raphaël. Et on va revenir avec toi, Félix, sur les EW Revolution 2021, donc 2021, et ce fameux, je suis content de l'avoir sous les yeux avec notre fil directeur, Exploding No Rope Barbed Wire Deathmatch. Ouf. Il y avait des ropes. Excuse-moi de te couper. Ah oui, il y en avait une en fait effectivement une qui n'était pas barbelée explosive. Et alors justement c'était dans un contexte bien particulier parce que ça opposait Omega Kenny contre John Moxley, et que c'était même en fait troisième arc de l'affrontement. Mais je vais te laisser effectivement, Félix, peut-être un petit peu replacer tout ce décorum avant qu'on en parle. C'était donc comme tu disais, c'était le troisième grand affrontement entre ces deux Gugus pour le titre mondial de l'AEW. Donc c'était le climax, enfin c'était censé en tout cas être le climax de leur rivalité qui a débuté à Double or Nothing 2019, donc le premier gros show de l'AEW où Moxley a débarqué et a attaqué Omega. C'est ça. Ils avaient déjà fait un unsanctioned match, donc déjà un match hardcore en fait. C'était il me semble à Full Gear 2019. Qu'on avait vu tous ensemble d'ailleurs. Il y a la review en podcast toujours disponible sur toutes les plateformes, comme on dit. Et ils avaient enchaîné plus tard, donc presque un an plus tard, un spécial Dynamite Winter is Coming sur un match de championnat régulier classique où Omega avait réussi à arnaquer Moxley avec son nouveau manager Don Callis et à lui prendre le titre. Et donc du coup
depuis Winter is Coming, donc depuis décembre 2020 jusqu'au 7 mars 2021 pour Revolution, il y a eu voilà une tension de plus en plus effrénée entre les deux, jusqu'à ce que Omega lui propose le match hardcore ultime, parce que Moxley est très connu pour son appétence pour le hardcore, pour vraiment l'humilier jusqu'au bout et le faire taire et l'écarter entre guillemets de ses affaires, quoi. Alors, moi, je vais poser la question du Candide. Est-ce que John Moxley avait auparavant, que ce soit dans ses années indépendantes, parce que c'est vrai que à la WWE, c'était pas très très poussé de ce côté-là. Est-ce qu'il avait un vrai attrait pour le catch hardcore ou pas spécialement? Ah oui. Ah oui. Parce que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître en fait sur le circuit indépendant avant la WWE. C'était comme un Joey Janela, quoi. Ouais, c'était à la Combat Zone Wrestling, donc la CZW, où il participait à des Tournament of Death, donc des tournois de catch hardcore en extérieur, avec des armes telles que des scies sauteuses, des seringues dans la bouche, toutes ces joyeusetés, quoi. Donc c'est vraiment le truc qui l'a fait connaître, et je pense qu'il y était allé vraiment par volonté, pas par dépit, parce que c'était un catcheur quand même correct et qui a été formé au catch classique technique de base, mais je pense que c'était vraiment par passion il était allé se tâter à ce genre de deathmatch, comme on dit. Donc c'est aussi pour ça. Et après, il y a aussi le fait qu'à la EW, le dirigeant principal, qui est Tony Khan, il s'est jamais caché du fait qu'il a toujours été très fan du catch hardcore, notamment de la ECW. Donc je pense que je sais pas de qui est vraiment venue l'idée d'organiser cette exploding deathmatch, mais en tout cas c'est très probable que ce soit lui aussi, quoi. D'accord. Ah, c'est marrant parce qu'en plus c'est une stipulation plutôt japonaise, il me semble, Exploding Deathmatch. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup aux États-Unis. À ma connaissance, non, de ce que j'ai regardé. Oui, effectivement, ça vient du Japon. On en reparlera en détail après, mais t'as raison, ça vient de là. Je pense que Tony Khan aussi était très fan de ce genre de catch-là. Kenny Omega surtout, je pense, qui voulait le référencer. Et aux États-Unis, il me semble qu'il y en a eu quelques-uns, notamment à la ECW, mais que un peu de manière prémonitoire, c'était un peu des fiascos au niveau technique. C'est vrai que celui de Revolution 2021 s'est très bien passé. Oui, le match s'est très bien passé. Le match, non, c'est vrai. On va y revenir, on va en découdre. Vous l'avez reçu comment, Laure et Raphaël, cette annonce effectivement de ce match avec John Moxley et Kenny Omega, avec ses stipulations spécifiques? Est-ce que ça vous a hypé, quoi? Ouais, moi j'étais surhypé, moi personnellement. Après, il faut dire, je suis, même avec Laure, on est des gros fans de la WWE. Hein. Ça fait 4-5 ans qu'on regarde plus la WWE. On regarde surtout donc NJP, là, on n'a plus trop le temps, mais voilà. Mais là, en ce moment, AEW, c'est vraiment notre cam. J'en reparlerai sûrement plus en détail quand on fera la review. Et genre là, on adore Omega, bon Moxley moins, mais là quand il a annoncé un match hardcore avec cette stipulation toute chelou qu'on n'a pas vu depuis des années, moi personnellement j'avais super hâte de voir ça. T'inquiète pas, on n'aime pas beaucoup. Enfin, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pourrait donner. Donc on avait regardé un match justement avec ce type de stipulation là, avec les cordes qui explosent, des accessoires, par exemple des tables avec du barbelé qui explosent aussi quand tu atterris dessus. Et c'est vrai que ça avait donné vachement envie en fait. Ouais, donc plutôt hypé. Peut-être que, sauf si Félix, pour diriger le fil, n'a rien d'autre à redire, on peut, je crois, passer à la pièce de résistance, savoir le recap du match et nos ressentis avant de partir sur les flots de l'histoire du catch hardcore. Peut-être juste dire que moi aussi j'étais très hypé, parce que je sais pas si je suis un gros fan du catch hardcore, mais en tout cas j'ai eu une grosse période catch hardcore, donc ça m'intéressait beaucoup. Et puis j'avais envie de voir si la EW allait réussir d'un point de vue production, technique, présentation, à vraiment proposer un truc de l'acabit de ce qu'on a ressassé depuis les années 90 au Japon, avec cette série d'Exploding Deathmatch qui était vraiment
impressionnant avec le vieux filtre VHS de l'époque, quoi. Et simplement avant d'aller dans le match, pour ceux qui l'auraient pas vu ou pas suivi du tout, grosse promo. Surtout les règles de ce match, c'était voilà, les cordes. Alors elles ne sont pas remplacées par du barbelé, parce que parfois dans ce type de match elles sont tout bonnement remplacées par du barbelé, mais elles étaient il y avait du barbelé attaché à chaque corde du ring, sauf d'un côté, comme l'a rappelé Raphaël. Il y avait des explosifs attachés à ces mêmes barbelés. Il y avait aussi des planches de barbelés explosifs en dehors du ring. Et puis il y avait un tas d'armes à la disposition des deux catcheurs. Voilà. Et des planches de barbelés non explosifs dans les coins. Oui, c'est vrai. On a eu un spot effectivement sur lequel on reviendra. Et truc très important avant qu'on enchaîne, comme dans la plupart de ces exploding matchs, il y avait un compte à rebours de 30 minutes, c'est-à-dire que si le match ne se terminait pas dans les 30 minutes de temps limite, le ring explosait, avec des grosses guillemets évidemment, et on va voir ce qui s'est vraiment passé. Voilà, comme le récap qu'on va faire, hein, ce podcast explosera si on fait plus de 30 minutes. Et bah justement, aussi, dernière toute petite précision, Félix, grosse promo aussi, je disais, pendant que tu nous rappelais tes derniers détails, peut-être parler des gros noms qu'on a pu voir, qui sont venus témoigner, qui ont été ramenés Manu Militari sur le... notamment l'inventeur un petit peu de ce genre de match, qui est Atsushi Onita, un ancien catcheur japonais des années 90, dont on reparlera tout à l'heure dans notre brève historique de tout à l'heure, qui était pas en présentiel, hein, je pense qu'ils ont fait un petit zoom avec Tony Khan pour en parler, mais qui a fait effectivement la promo de ce match-là, en rappelant les enjeux, mais aussi les retombées physiques pour les deux catcheurs, et avec force d'image à l'appui, quoi. Ouais, tout à fait. Et ben voilà, c'est parfait, je crois qu'on est prêt. On va laisser l'honneur à nos invités, nous faire le plaisir un petit peu de nous donner leur ressenti global, s'il y a des spots précis, des choses dans la construction du match. C'est à vous de jouer, Laure, Raphaël, dans l'ordre que vous voudrez, sur ce Omega Moxley 3. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire avant de se lancer dans le dur de l'historique du match hardcore? Bah du coup, moi tout le long du match, je trouvais que c'était quand même bien exécuté. Principalement au début, quand ils essayaient de s'envoyer dans les cordes explosives, justement, il y avait tout un jeu où ils arrivaient à s'arrêter avant de toucher les cordes, tout ce genre de trucs, c'était plutôt bien foutu. Et enfin même, techniquement, c'était quand même solide, j'ai trouvé. Il y a eu quelques petits spots un peu originaux par rapport aux cordes explosives. Donc quand ils envoient, une fois qu'il y a eu le premier envoi, je sais plus qui c'était, je crois que c'est Moxley qui est arrivé en premier dans les cordes. Qui s'est pris les cordes pour la première fois, Et du coup, ces petites explosions là, tout au long des cordes, j'ai trouvé que c'était vraiment exactement dans le même état d'esprit que dans les années 90 au Japon, justement. Limite, je m'attendais peut-être à un truc différent. Enfin, je sais pas, mais j'ai pas été déçu. Parce que j'ai vu ces petites explosions, ça m'a un peu fait marrer. Puis je me suis dit, c'est comme à l'époque. Ok, donc, évidemment, je suspendais mon incrédulité pour me dire que c'était différent. Que ça faisait mal au catcheur, tu vois, que ça faisait plus mal que déjà juste des barbelés sur des cordes. En plus, il y a de l'explosion. Alors là, ça prenait encore plus cher. Et il y a eu tout un truc où Omega s'est pris 2 fois genre des explosions dans les yeux, donc ça l'handicapait. Ça l'a complètement aveuglé, on va dire. Oui. T'es obligé de se rincer les yeux, tout ça, donc c'était bien sympa. Puis quelques spots vraiment vénères, dont la fameuse planche, le finish. C'est le finish, pardon, auquel tu pensais, d'accord. Ouais, là j'ai sauté vraiment à la fin du match parce qu'il m'a bien choqué, entre guillemets, impressionné. Un One Winged Angel de Omega sur Moxley sur une chaise, qui était bien vénère. Hein. Puis même, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de psychologie, plein de petits trucs, genre quand Omega... Comment le bal explosif, à la fin. Voilà. C'est marrant, ça aussi. Avec l'arrivée de Gallows et Anderson. Et même, mais avant, vers le début, il y avait Omega qui avait pris Moxley dans une prise de soumission. Et Moxley a chopé une chaise entourée de barbelés et frotté les jambes d'Omega pour le faire lâcher. Ça, j'ai trouvé que c'était bien vu aussi. Enfin, ils ont réussi à bien jouer justement sur les éléments distinctifs du match. Je trouve que ça plutôt plaisant. Donc toi, plutôt globalement satisfait. Ouais, pareil. Après,
effectivement, quand tu regardes un match avec Kenny Omega, tu sais qu'il va y avoir une histoire, il va y avoir de la psychologie dans le match, voilà. Tu sais que tu vas pas simplement regarder une suite de prises ou de trucs comme ça, voilà. Il y a forcément toujours une histoire qui est racontée et dans laquelle tu vas t'investir. Et effectivement, comme disait Raph, tu vas suspendre ton incrédulité et tu vas avoir plein de petites étoiles dans les yeux, quoi. Bon, après, pour le coup, moi, j'ai vraiment trouvé le match intéressant et bien ficelé, tu vois. Il y avait pas trop de latence. C'est pas comme le second match qu'ils ont fait, tu vois, avec toutes les histoires de taper ta souris ou... Ouais. Voilà, enfin, c'était beaucoup plus crédible et enfin, personnellement, j'ai été beaucoup plus embarqué, en fait, et aspiré dans le match. D'accord. Dans ce troisième match. Et moi aussi, je voulais préciser un petit truc aussi que j'ai trouvé par rapport à ce genre de match qui se déroulait dans les années 90. Là, j'ai trouvé que le catch que déroulaient Omega et Moxley, enfin, ils ont réussi à garder leur catch vachement moderne et actuel, quoi. Justement, avec cette sauce hardcore, exploding, barboyeur, machin truc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, moi je vois le ressenti. Alors je vais ça va permettre de contrebalancer. C'est pas histoire de m'opposer pour m'opposer, mais c'est parce que c'est vraiment mon ressenti. Puis après je laisserai la parole à Félix à ce niveau-là. Moi j'étais un petit peu embêté dans ce match. Alors il y a des très bonnes choses, notamment dans ce que vous avez listé là, le coup de la chaise un peu en mode scie sauteuse. C'est vrai que c'était assez intéressant et puis ça restait quand même relativement crédule, même dans le côté où vous l'avez beaucoup répété depuis tout à l'heure, mais vous avez raison, où on suspend comme ça son incrédulité et où on se laisse porter. Le coup par exemple des explosions au niveau des yeux, j'étais un peu moins dedans, mais je vais expliquer dans quelques secondes pourquoi. J'ai beaucoup aimé aussi l'arme, le côté, bon, je digresse un tout petit peu, mais vous savez que sur les autres émissions, parce que le Catch-A-Cast fait partie de l'univers des podcasts, il y a plein d'émissions, dont des émissions sur le jeu vidéo, et il y a un jeu vidéo que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Dead Rising, qui est un jeu qui se passe dans l'univers de zombiesque, hein, et où on peut en fait pimper des armes complètement absurdes, du style vous prenez deux balais justement, vous mettez deux tronçonneuses aux extrémités, du Chatterton, de l'adhésif, et vous avez une espèce de lance avec voilà. Et là j'ai beaucoup aimé ce côté, sachant qu'ils le vendaient en amont, hein, il y avait une espèce de forge en fait qui était un petit peu en mode secret avec Monsieur Callis et les brothers, donc Gallows et Anderson, et il y avait effectivement une espèce de truc, un peu une surprise, et on se demandait évidemment un peu comme des gosses, qu'est-ce que c'est, donc ils ont bien amené tout ça, mais après sachant qu'Omega est fan de jeux vidéo, en plus, ça serait pas étonnant qu'ils s'en soient inspirés. Et tout particulièrement de Capcom, des jeux de chez Capcom. Oui, donc tu fais très bien de le préciser. Par contre, moi j'ai un gros souci. Désolé, Laure, je me désolidarise pas, je l'aime toujours autant d'amour, hein, notre cher Kenny. Mais le souci, c'est que je trouve que plus les années passent, notamment à l'AEW, plus il cabotine énormément, quoi. Il est dans une espèce de personnages cartoon. Alors c'est vrai qu'il se trimballe depuis pas mal d'années, hein, faut pas déconner. À la DDT il était aussi très rigolard, il était vraiment dans le côté il exagérait le côté expressif et compagnie, mais là je trouve que c'est vraiment un peu, j'ai vraiment l'impression de regarder plus une espèce de cartoon de Tex Avery qu'un match de catch, quoi. Après c'est pas incompatible, hein, mais moi il y a beaucoup de moments, notamment l'espèce de collier ou je sais pas quoi, ça m'a un peu sorti. J'étais un petit peu embêté par le côté vraiment un petit peu trop too much. Voilà, moi je m'arrête là sur mon opinion, c'était aussi pour contrebalancer. Je sais pas toi Félix, avant de laisser un droit de réponse évidemment à Laure et Raphaël et discuter là-dessus, ce que tu en as pensé. Alors moi, pour rebondir sur ce que Laure et Raph disaient, je trouvais que effectivement, ils ont réussi à catcher vraiment intelligemment et de manière moderne autour de cette circonstance des années 90, quoi. Notamment le coup. La première fois, je crois que c'est Omega qui fait un spear à Moxley dans les cordes avec les barbelés, donc qui se brûle les yeux entre guillemets avec l'explosion qui en résulte. Et du coup, c'est un implant
on va dire dramatique pour ce qui va se passer un peu plus tard dans le match quand Omega fait un premier One Winged Angel et que finalement Moxley, qui n'arrive pas à se relever du tombé, met juste son pied sur la corde, juste comme un rope break normal, sauf que en faisant ça il active une explosion et du coup ça perturbe Omega qui se prend l'explosion en pleine face. Ça c'était très intelligent par exemple. Et puis la qualité du match en lui-même, même si tout le monde s'accrochait à chaque explosion, à quoi elle va ressembler, qu'est-ce que ça va faire, voilà. Même le DDT depuis le tablier du ring vers une des planches à l'extérieur qui explose un peu de manière bon, c'était pardonnable, mais c'était pas très spectaculaire. C'est clair. Voilà, et puis en plus c'est Moxley qui se prend vraiment le plus de barbelés possible dans le dos et pas tant Omega, mais bon, ça au moins il y avait un côté un peu gore, un peu viscéral, quoi. Ouais, Moxley en plus s'est ouvert le front vachement vite dès les premières minutes du match. Il s'est planqué derrière une table Ah non, je pense qu'il s'est pas il s'est pas blédé à mon avis. Là, tu sais, il s'est pris un spot sur une poubelle, les grosses poubelles en alu qu'ils ont. Ouais. Et justement, on a remis, et je pense qu'il s'est vraiment blessé comme ça, organiquement, si tu me passes le terme. Tu regardes ce passage, justement, on l'a passé plusieurs fois pour essayer de voir s'il s'était blédé ou pas. Et vraiment, quand il se prend l'impact de la poubelle, tu vois que très rapidement, il a la forme et ça commence à perler. D'accord. Donc, c'est vraiment la poubelle, là, pour le coup, c'est pas du bled. Ça se trouve, c'était même pas prévu comme ça, mais du coup, il a pas eu à se bléder plus tard, du coup. Voilà. Voilà. Raph et Laure mènent l'enquête sur les Blade Jobs. Ah bah, nouveau concept. On en attendait pas moins. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais toi, Mehdi, mais alors là c'est plus précisant sur Kenny Omega et pas forcément sur le match en lui-même. Mais oui, je trouve qu'il surjoue, il a un peu trop de surjeu, il surjoue un petit peu trop en ce moment son nouveau personnage parce que c'est plus vraiment le cleaner, c'est plus genre un autre Kenny Omega encore, et ça c'est bien de se renouveler, hein. Il y a un côté très arrogant mais dans la désillusion parce qu'il sait pas vraiment ce que fait Don Callis derrière lui, quoi. Mais oui, celui qui tire la langue tout le temps, qui en fait un peu trop, mais il a toujours été un peu comme ça, même dans les matchs comme contre Okada et compagnie, quand il commence à vraiment s'énerver ou quoi que ce soit, parfois il y a une ombre de surjeu, mais là, vu que c'est plus dans le côté, on a une storyline, on a des scènes, on a des promos qui s'enchaînent, ça se voit peut-être un peu plus. Voilà, c'est vrai que c'est pas une ombre, le surjeu là du coup. Oui, c'est clair. Là, c'en est même devenu cartoonesque. Ouais. Voilà. Avec Don Callis, il y a eu un virage à 180 degrés. Et c'est vrai que j'aime énormément Kenny Omega, mais c'est vrai que tu as raison, effectivement, Mehdi, et toi aussi, Félix. C'est devenu un peu un toon. Tu vois, il y a un petit côté toon, en fait. Ouais, c'est bon. Après, faut pas déconner, ça restait à peu près bien dosé. Mais... Non, personnellement, moi, ça me fait toujours autant kiffer de voir Kenny Omega, tu vois. Mais c'est vrai qu'objectivement, il y a un petit côté de toon, tu vois. Là-dessus, on est deux, mais c'est-à-dire que là, je suis un peu. Je leur lance des warnings, même si je pense pas que Tony Khan et les autres nous écoutent, mais qu'ils n'arrivent pas à des espèces d'extrémités, de clichés comme cette fameuse. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez de ce fameux moment où il y avait eu un Brock Lesnar Undertaker et ils s'étaient relevés tous les deux, chacun en face à face, et l'Undertaker qui lui tirait la langue, enfin, une espèce de truc. Ils sont capables de le faire à la WWE. Ouais, voilà, mais bon. Moi, je trouve ce côté toon, au final, je trouve ça va relativement bien avec la EW en général. C'est pas le moment d'en parler ici, mais je trouve que la EW a un côté vraiment cartoon dans pas mal d'aspects, qui du coup, je trouve que Kenny Omega colle bien dans le tableau. Kenny Omega dérangé, unhinged, comme j'ai lu, je sais plus où. Mais du coup, la fin du match va être cartoonesque aussi, hein. Ouais, comme on le rappelait effectivement avec l'arme et puis avec les dernières exécutions du match, mais on aura, si vous êtes sage chez vous derrière votre casque ou votre écran, peut-être qu'il y aura une dimension un peu bonus où on vous parlera de tout ça, vous en faites pas. Est-ce qu'il y aurait des éléments que vous voudriez rajouter les uns les autres sur le match? On aborde le post-match. Kenny Omega a gagné, ça s'arrête là. Et voilà, le show est terminé. Allez, au revoir. Merci. Rideau terminé. Ciao. C'est fini.
Ciao. On aurait voulu que ça s'arrête là. Qui a envie de prendre le relais et la responsabilité sur cet accident industriel? Non, mais allez, on va pas faire porter ça à nos chers invités. Donc le match se termine effectivement avec cette victoire d'Omega assez plutôt en dimension climax, hein, avec quand même un finish qu'on souhaiterait pas subir, hein, même si on n'aime pas beaucoup Jon Moxley ici au Catch-A-Cast, hein, pas tout le monde, mais en tout cas on n'est pas fanat du type, on peut pas lui enlever le mérite qu'il sait encaisser et quand même vendre son personnage, et débarque donc, alors petit rappel, hein, évidemment toute la Smala, Callis et compagnie redébarque, et puis le compte à rebours, hein, que nous précisait Félix un peu plus tôt, de la fameuse demi-heure arrive à son terme. Et donc là où ils voulaient continuer de bolosser Moxley dans les largeurs, ils se disent bah, non, on va pas prendre de risque, on s'en va. Et à ce moment-là, donc Moxley reste gisant au milieu du ring, et un certain monsieur arrive, et là je peux pas le voler à Félix, ça. My boy. Ouais, your boy. Eddie Kingston qui débarque retenu par sa famille, donc Butcher and the Blade, et qui, voilà, on le sait, il a été un gros rival de Moxley il y a pas très longtemps, mais... Ça parlait mal des mamans, même, d'ailleurs. Bah oui, même, mais cette rivalité, elle naît d'une ancienne amitié, donc finalement, est-ce qu'elle a pas vraiment disparu, cette amitié? Eh ben non, parce que Kingston, il voit bien que son poteau Moxley, il est proche de la mort, entre guillemets. En plus, il est menotté, il est KO, il est ensanglanté, donc il se dit, bah, il tente le tout pour le tout, il reste 10 secondes, il y va, il essaye de le réveiller, mais il reste 5 secondes, alors il le plaque, il s'enterre la tête entre les mains, et puis pchit, quoi. Voilà, c'est le mot. Pchit orange ou pchit citron. La fête foraine. Oui, voilà, c'est un peu ça. Et en gros, bah voilà, voyez votre soufflet si vous le gérez pas bien, c'est un peu ça. Ça retombe, et c'est pas une explosion, c'est une espèce de pétarade dégueulasse, de feu de Bengale à 2 balles, feu de Bengale de chez Lidl, et voilà, on s'arrête plus ou moins là-dessus. Ça sera d'ailleurs ou pas rattrapé. Non, je t'interromps, mais justement le vrai problème, parce que moi j'ai vu cette pétarade mouillée. Franchement, ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bon, bah voilà, ils ont eu un problème technique. Mais bon, tant pis, ça arrive. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est Eddie Kingston qui continue à vendre pendant, je sais pas, 3-4 minutes. Parce que lui, il n'a pas vu que ça avait foiré, j'imagine. Vu qu'il avait la tête dans les mains, il a rien vu. Et du coup, il continue là, il bouge plus comme s'il avait été sonné par les explosions qui n'ont pas eu lieu au final, avec le staff médical qui vient et limite qui s'occupe plus de lui que de Moxley. Aucun sens avec les pauvres explosions qu'il y a eu, mais bon voilà, c'est un ratage technique, ça arrive, et je trouve ça dommage que bah du coup tout le monde va se rappeler de ça et pas du match, et du match en tant que tel. Oui, c'est vrai. Laure, moi je suis pas sûr en fait qu'Eddie Kingston se soit rendu compte que l'explosion se soit vraiment passée en mode pétard mouillé, tu vois. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, vu qu'il a pas vu ce qui s'était passé. Je pense qu'il a pas vu ce qui s'est passé, et en fait, il a dû se dire bon bah voilà, j'attends, on a prévu ça. J'attends, tu vois. Mais le seul truc, je pense que Elle arrive et bon. Je pense que c'est exactement ça, mais le truc, c'est peut-être le seul truc dommage, mais après avec plein de si on referait le monde, et cette explosion notamment. Mais pourquoi le staff médical, entre guillemets, donc, dont certains font partie du show, ou même Moxley qui lui, on voit bien qu'il reprend conscience très vite, et il improvise même une promo après que le pay-per-view soit terminé, pour essayer de déjà donner une explication un peu kayfabe improvisée sur le raté technique, quoi, et de remettre la faute sur Kenny Omega, et c'est ce que l'AEW va utiliser ensuite à Dynamite pour continuer la narration et expliquer le raté. Mais du coup, pourquoi Moxley ou ces personnes parmi le staff médical n'ont pas chuchoté à l'oreille d'Eddie Kingston, mais réveille-toi parce que ça a raté, quoi. Pour essayer ça faisait déjà un bon moment qu'il était entre guillemets inconscient. Donc ça aurait peut-être été encore plus ridicule qu'il se réveille comme ça, je sais pas. Je pense aussi, ouais. D'accord, ouais. Enfin voilà. Moi, le problème, c'est que justement, voyant que l'explosion, ça avait bien foiré, moi je trouve qu'ils ont mis trop de temps en fait à intervenir. Il y a,
Ouais, le staff médical a mis vachement de temps à arriver sur. En tout cas, j'ai pas décelé de call envers Kingston. Faire comprendre qu'en fait, ça avait foiré et qu'il fallait pas jouer aussi longtemps. Oh là là, mon Dieu, il y a eu une explosion, j'en peux plus, voilà, j'ai été terrassé par l'explosion, j'ai protégé mon bro, tu vois, non. Je pense qu'il y a dû y avoir un énorme vent de panique dans les vestiaires, à mon avis, avec Tony Khan, Omega, toute l'organisation. Ça a dû être horrible pour eux, je pense, à ce moment-là. Ils ont peut-être pas réussi à réagir comme il aurait fallu réagir. Alors, on a eu des commentaires de. Une grosse fédération comme ça, moi personnellement, pour une grosse fédé comme ça, c'est quelque chose qui me choque un peu, tu vois. Tu veux être sur le devant de la scène, tu veux être le concurrent direct de la WWE, et il faut que tu puisses avoir un staff en capacité de ça arrive le bordel, les couilles techniques, ça arrive, c'était pas toujours forcément, t'arrives pas à avoir la réponse appropriée forcément. Mais moi personnellement, je trouve que ça a été beaucoup trop long en fait. C'est surtout ça, ouais. Après, bon, je pense qu'on pourra clore là-dessus et se lancer à bras-le-corps dans l'histoire du catch hardcore, mais quitte à en reparler dans le fameux bonus qu'on vous disait tout à l'heure, je pense que ce côté où il est resté plus longtemps, ironiquement, moi je trouve que ça a un peu sauvé le truc, parce que ça donnait un peu un truc Will Coyote et Bip Bip, dans le sens où genre l'explosion n'a pas lieu, et il reste quand même encore 5, 10, 15, 20 secondes, effectivement les bras sur la tête, pensant que le truc allait partir. Donc voilà, peut-être que dans le pire, le moins pire a un petit peu sauvé l'ensemble, mais on y reviendra peut-être sous d'autres formes. Et on vous en parle depuis tout à l'heure. Alors là, on vous a introduit avec quelque chose de moderne. On va venir un petit peu aux racines sur qu'est-ce que c'est que le catch hardcore, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais au catch à casse, vous savez qu'on aime bien avoir notre petite plus-value et préciser les choses, être rigoureux. Mon cher Félix, toi, tu nous as préparé un terrain alors un peu moins violent qu'avec des barbelés ou des explosions, mais quand même assez riche dans la proposition. Et oui, et j'espère sans pchit, surtout. Oui. Mais non, le catch hardcore, déjà, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par catch hardcore, oui, comme l'a un peu déjà défini Raph et puis Laure aussi, le catch hardcore, c'est tout ce qui ressort un peu des règles classiques, c'est-à-dire le décompte à l'extérieur, les disqualifications, les rope breaks, voilà. Là, en général, presque où tout est permis dans un match de catch hardcore. Souvent, ça implique des armes, ou en tout cas l'utilisation d'objets comme des chaises ou des échelles ou des tables ou des punaises, et puis surtout beaucoup de sang et de sueur, voilà, une violence un peu démesurée par rapport au catch entre guillemets normal. Hardcore, on parle aussi de deathmatch wrestling, comme pour le barbed wire deathmatch, donc ça c'est plutôt au Japon. Hardcore c'est plutôt aux États-Unis. On a aussi le ultra violent wrestling, le extreme wrestling, le garbage wrestling, enfin il y a plein de dénominations particulières pour dénommer un même genre, ou en tout cas un grand genre de catch. Alors avant de se lancer peut-être dans tous les restes des détails, parce que c'est très riche, on pourrait résumer au niveau catch mainstream, le hardcore et le extreme comme ce qu'on va retrouver par exemple dans Extreme Rules ou TLC, Table Ladder and Chairs à la WWE. Exactement. Pour que les gens se représentent un peu avec un truc très partagé. Voilà. Après, les amateurs du genre te diront que c'est vraiment la version la plus édulcorée du catch hardcore, bien sûr. Mais en tout cas, ça donne les bases. Et d'où ça vient ce catch hardcore, de ce que j'ai pu en retracer, les premières traces, c'est vraiment quand le sang a été introduit comme un élément scénique volontaire dans le catch. Donc quand on parle du blade job, on a fait tout un épisode sur le sang dans le catch, donc on vous invite à le réécouter ou à l'écouter pour la première fois. Il y a une pastille de Félix sur la Muta Scale, l'échelle de Muta également. Et puis donc le sang, le blade job, donc la méthode pour se faire saigner volontairement le front, notamment par les catcheurs, ça vient d'un catcheur américain qui s'appelle Sailor Watkins, vraiment l'archétype du gros dur dans les années 30, qui lui utilisait pas de lame de rasoir encore, mais des petites pochettes
plastique, ou en tout cas en peau, avec du sang de poulet dedans, et qui croquait entre ses dents, et puis ensuite soit il en mettait un peu sur sa main pour le mettre sur son front, ou juste pour se faire saigner la bouche. Et ça, c'est vraiment, ça a donné première version extrême du catch américain, et ensuite ça a fleuri un peu partout. Alors avant de parler de l'Extreme Championship Wrestling, qui a vraiment démocratisé le hardcore un peu partout dans le monde, il y avait des promotions comme à Détroit, celle du Chic, donc c'est l'oncle de Sabu, et c'était l'entraîneur de Rob Van Dam pour ceux qui connaissent, ou Stampede Wrestling, donc c'était la promotion de Stu Hart, le patriarche de Bret Hart, de Owen Hart, de Natalia, de toute cette fratrie là qui usait pas mal de catch hardcore, à Memphis aussi, avec des catcheurs comme Jerry Lawler ou Macho Man Randy Savage. Enfin voilà, il y a Bruiser Brody, Abdullah the Butcher, il y a tout un historique là-dessus. Et puis c'est surtout avec la Frontier Martial Arts Wrestling, FMW, au Japon, au début des années 90, qui était fondée par Atsushi Onita, qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui était un ancien catcheur de la New Japan ou de la All Japan, je sais plus, qui, non content de recevoir des pushs suffisants, a décidé, moi je vais faire complètement quelque chose de complètement différent, et je vais me lancer dans du hardcore plus. Et donc c'est lui qui a fondé un peu ce genre de catch, avec des barbelés, avec des explosions, avec des néons, avec des tables en feu, qui a repris la ECW ensuite aux États-Unis, avec tout ce qu'elle a fait pour surfer sur le punk rock, sur le gangsta rap, sur le grunge, toute cette génération là des années 90. Et en fait c'est vraiment elle après qui a mis sur le devant de la scène ce catch là en tant que genre à part entière, et ça a inspiré déjà la WWF, donc l'ancienne WWE à l'époque, avec des trucs vraiment limite pour elle, jusqu'à vraiment tout bonnement extrême, genre les Hell in a Cell, où Mankind tombe du haut de la cage, des Inferno matchs où il y a du feu autour du ring, enfin voilà. Et puis toute une génération de promotions indépendantes comme la CZW, donc dont on a parlé tout à l'heure pour John Moxley. Il y avait IWA Mid-South où a commencé CM Punk notamment, XPW qui était à la fois une promotion hardcore mais aussi un studio de production pornographique. Donc bon, c'est un peu bizarre comme croisement, mais pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, on a des promotions comme la Game Changer Wrestling qui en a fait son pain quotidien, mais pas que. Et puis on a aussi des choses. Alors sur le circuit européen et britannique, il y a quelques promotions qui s'en aspirent, mais toujours de l'influence de la ECW. Il n'y avait pas de catch hardcore avant, de ce que j'ai pu rechercher. Et puis au Mexique, il y a aussi un peu de hardcore. Il y a la AAA qui en fait un petit peu. Il y a une promotion un peu comme la CZW qui s'appelle la DTU, qui en fait. Et puis il y a une autre promotion dont nous a parlé Raph et Laure juste avant l'émission, mais que je laisse décrire à nos auditeurs. La Zona 23, en fait, c'est une ligue mexicaine, et on a vu 2 matchs. Et donc c'est du catch hardcore qui se passe dans des casses de voitures. Entre autres, ouais. En gros, c'est un peu du backyard wrestling. Faudrait expliquer ce que c'était le backyard wrestling, mais ouais. Enfin, du catch bien crado en extérieur, dans des endroits pas du tout adaptés, que ce soit au niveau de l'équipement ou sanitaire ou autre. Et voilà, et là les mecs se balançaient carrément dans les pare-brises de bagnoles rouillées. Enfin, c'était. T'as des bumps au fait que certains mecs se prennent, tu vois, mais ils tombent de plusieurs mètres sur un toit de voiture, ils s'écrasent complètement, tu vois que les vitres explosent, le public est juste à côté, t'as vraiment aucune protection. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Voilà, mais en fait, ça, d'un autre côté, tu vois, tu dis, ils se prennent des bums de plusieurs mètres depuis un toit de voiture, mais ça, ils le font dans un peu toutes les promotions, mais c'est un peu un skin, si tu veux, c'est un peu un skin casse de voiture pour un truc autre. Voilà, enfin, c'est que là, on va dire que la partie un petit peu safety, tu vois, enfin, c'est pas du tout maîtrisé. Oui, c'est vrai que ça avait pas l'air safe du tout, effectivement. Voilà, là, pour le coup, t'as réellement très très peur pour le catcheur, en fait. Et t'as vraiment peur pour aussi, le côté, le public amène aussi son petit côté, comment dire,
vu que c'est au Mexique, forcément, c'est beaucoup de Mexicains, a priori, il y a donc des Latinos, et tu vois, ils sont quand même pas mal de dégaines de gros gangsters, avec et les catcheurs aussi d'ailleurs, hein, avec les bandanas sur la tête, il y en a qui ont l'air vraiment pas commodes, et ça rajoute encore un petit côté encore plus extrême, tu vois, c'est limite, tu te dis, si je vais au Mexique, j'ai même pas envie d'aller là, parce que j'ai plus peur du public que de ce qui se passe dans le ring au final. Bah, c'est un peu ce qu'on s'est dit d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? On va voir ou pas? Ouais, Ah oui, il y a quand même eu un moment où vous êtes dit, d'accord. Mais après, c'est aussi c'est un peu le même délire avec la GCW par exemple, où tu vois que le public de la GCW, c'est des gros rednecks. Là, il y a quasiment que des blancs et ils sont tous gros, tous avec des grosses barbes, des salopettes dégueu. Et camionneurs, tatoués. Franchement, ça fait pas super envie. Après, c'est peut-être pas tous les shows comme ça. Hein. Là, je pense que ça change d'horizon un petit peu parce que maintenant qu'ils se diversifient beaucoup, la GCW, ils font autre chose que du catch hardcore, même s'ils continuent à en faire. Il y a aussi des shows vraiment genre pro-afro-américain avec Force the Culture. Il y a les Spring Break de Joey Janela qui font un peu plus milieu nocturne au sens large, fêtard au sens large. Il y a les Bloodsport aussi. Donc là, c'est du shoot style. C'est un peu du catch à la frontière du MMA. Mais en tout cas, la GCW, c'est un peu particulier. Mais je pense que ça correspond bien aux fans de la Combat Zone Wrestling, par exemple, ce que tu décris, Raph. Oui, aussi, ouais. C'est vrai que c'était un peu le même délire. Ouais. Mais au niveau du public, il y a très très peu de nanas. Ah oui, aux États-Unis, c'est vrai qu'il y en a pas des masses. Je tiens à le préciser. Ok. D'accord. Voilà. Aux États-Unis, il y a très très peu de nanas. À la zone A23, il y avait pas mal de filles quand même. Un peu plus, ouais, d'accord. Ouais. Intéressant. Ouais. Ok. Donc c'est vrai que je trouve qu'au niveau des États-Unis, c'est encore un peu. Tu vois, c'est un truc de bonhomme, quoi, le catch hardcore. Ouais, voilà, tu vois, ça manque un petit peu de public féminin et je trouve ça assez dommage. Parce que pourquoi ne pas aller voir du hardcore et aimer le hardcore quand t'es nana, tu vois, enfin, c'est pas antinomique. Bah après, c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, ce qui peut à la fois s'entendre dans le côté autant cliché que de jouer la sécurité. Peut-être que c'est pas fondamentalement rassurant pour de se dire déjà entre mecs, ça pourrait peut-être être rédhibitoire pour certains qui s'estimeraient entre guillemets viril. Alors peut-être que effectivement une femme qui voudrait y aller seule se dirait bon, je vais peut-être un peu réfléchir vu ce qui est fait déjà sur le terrain, et puis vu que c'est un peu moins cadré, peut-être qu'on peut avoir ce genre de clichés ou d'angoisse. Bon, après, je sais pas sociologiquement à quel point c'est fondé ou quoi. Ouais, et puis il faudrait voir, parce que historiquement, le catch hardcore et puis la culture et la communauté metal ou punk rock ou même hardcore au sens musical, elles se croisent beaucoup. Et il y a une population autant bien masculine que féminine maintenant dans le métal, donc pourquoi ouais, mais dans ce que décrivaient Laure et Raphaël, j'ai pas l'impression que c'était ce type de public. C'est vrai que tu risques pas de te recevoir des bouts de néon dans la gueule. Ouais. Donc bon. C'est vrai que le public ressemblait plus à vraiment redneck, limite white trash, donc c'est encore autre chose. Mais par contre, on pourrait reparler du public des shows hardcore au Japon. Tu vois, ça c'est encore quelque chose de différent. Ouais. Il y aurait encore presque de quoi faire en tant que tel. Non, mais on va creuser tout ça à l'occasion, sociologiquement. Peut-être même qu'on mettra notre chère Sabrine, qui aime bien ce genre de sujet-là, sur le coup avec nous. On la salue d'ailleurs, et puis on vous invite à écouter les émissions qu'on a pu enregistrer avec elle. Alors on va continuer, parce qu'on a encore un programme très costaud. Hein, donc on vous a donné de quoi faire pour les 6 mois à venir, avec toutes les noms de fédérations. Pour le Backyard Wrestling, si vous en avez jamais vu, ça permet de faire un crossover avec un podcast qu'on a enregistré il y a pas très longtemps, à savoir le Botch et les Backyard Wrestling. Il y a souvent des extraits dans le fameux Botchamania dont on vous a parlé dans l'émission, donc ça vous permettra, si vraiment ça vous dit rien, de voir ce qu'il en est. Et maintenant on va commencer à discuter, à se questionner un petit peu sur le genre du hardcore, parce que c'est un prisme très très large, on a commencé à vous le dire, mais il y a encore plein d'autres distinctions. Alors on va commencer peut-être, je parlais de cabotinage avec Kenny Obika tout à l'heure, grand guignolesque, on va peut-être commencer avec cette frontière-là, Félix, que tu voulais un petit peu nous introduire dans un premier temps. Ouais, on disait que le catch hardcore c'était déjà un sous-genre de catch, même si ça restait quand même du catch.
y a quand même, donc c'est une niche dans une niche pour certains. Ça change aussi, c'est souvent critiqué par des noms comme Jim Cornette qui sont vraiment dans le catch sérieux, réaliste, classique, etc. Donc, Réac, pardon. Réac surtout, c'est vrai. Mais du coup, il y a quand même, notamment avec le souci technique de l'exploding Barbed Wire Deathmatch de la EW, ou d'autres trucs comme le match en cage électrifié de la TNA en 2007, les Piranha Deathmatch au Japon où il y a un aquarium plein de piranhas où le but c'est de mettre la tête ou la main de son adversaire dans le bain de piranha pour gagner, ou tout ce genre de stipulation un peu exagérée et exagérante. Est-ce que moi je me posais la question, est-ce que le hardcore parfois il en fait pas un peu trop alors qu'il pourrait juste se contenter d'un truc violent mais d'un point de vue viscéral à hauteur humaine, quoi? Si on remonte aussi dans le temps, quand justement le catch hardcore a commencé à bien exploser, ça devait être à la fin des années 60, début 70 je crois. Quand tu dis à bien exploser, tu veux dire littéralement? Justement, enfin, que c'est bien répandu au travers des États-Unis, quand ça a quitté les 2-3 États où ça avait le vent en poupe et que ça s'est répandu partout aux USA. Tout le monde essayait d'inventer le nouveau genre de match qui ferait le buzz, qui marcherait à fond, qui mettrait un peu ta fédé sur la carte. Et du coup, il y a eu des méga ratés aussi à l'époque. En gros, c'est pour ça, il y a eu des ratés depuis dans toute l'histoire du catch hardcore quasiment, quoi. Je repense à un truc, par exemple, je crois que c'était dans les années 80 ou 90, je sais plus, à la WCW, où ils ont fait un match qu'ils appelaient le King of the Road. Ah oui. Le concept, c'est un camion qui roulait donc sur l'autoroute, et la remorque, elle était ouverte, c'est une remorque pleine de ballots de paille, et dedans, et les deux catcheurs s'affrontaient dedans. Et c'était de la merde, a priori, parce que déjà, tu voyais rien. Eux, ils pouvaient rien faire parce que ça bougeait, ils avaient aucun équilibre. Et du coup, je crois qu'ils ont dû en faire qu'un seul, je crois. Ils ont jamais réédité l'expérience parce que c'était nul à chier. Et en fait, et justement, avec donc quand tu déroules l'histoire du catch, tu vois, il y a une déclinaison limite infinie des genres que tu peux faire, quoi. J'en ai noté quelques-uns qui me faisaient bien marrer. Donc, par exemple, le Exploding, donc comme on a vu, Exploding Barbed Wire Deathmatch. Après, t'as Exploding No Rope Barbed Wire Deathmatch. Après, t'as d'autres trucs. T'as les Barbed Wire Cage Match, Barbed Wire Bumps Match, Barbed Wire Board, où à chaque fois c'est juste un élément en plus ou en moins avec du fil de fer, machin. T'as le Glass Match avec du verre, des Nail Match. Ils déclinent tout et n'importe quoi. Et donc c'est surtout la FMW, je crois, qui était à l'origine de plein de trucs comme ça, dont un qui me fait beaucoup trop rire, le Electrify Barbed Wire Dynamite Pool Double L Deathmatch. Alors là, c'est. Alors là, enfin voilà, quoi. Ça, je sais, bon, je l'ai pas regardé celui-là, je sais pas ce que ça donne. Mais effectivement, quand le catch hardcore veut en faire trop, tu commences à se perdre, je pense. Alors que, oui, tu mets deux mecs dans un ring avec des armes et sans stipulation qui vont trop loin, et ça peut se suffire à soi-même au final. Je suis assez d'accord avec toi, Raph. Ouais, toi, pour toi, alors, c'est vraiment. C'est pas la peine de trop en faire, quoi. Non. Ok. Non, alors... moi j'ai plus regardé du hardcore japonais. Et non, enfin franchement, c'est le néon, les pics à brochettes, des trucs en fer, un peu de charbon et un bon barbecue. Ouais, parce que là, au final, là tu parles de la Big Japan. Ils vise dans la tête, tu vois. Bon, parce que eux, c'est pas justement, ils essayent pas d'en faire trop avec les stipulations. Non, mais justement, tu vois, c'est très maîtrisé. Enfin, quand tu regardes, mais le catch hardcore au Japon, c'est extrêmement maîtrisé, tu vois. Enfin, c'est terre à terre. Ça se voit, mais voilà. Mais les mecs savent ce qu'ils font. Ils en font pas trop pour en faire trop. Voilà, ils savent jusqu'où aller. Ils vont pas trop loin. Enfin, il n'y a pas des stipulations complètement folles comme tu peux avoir aux États-Unis. Ça sert à rien en fait. Enfin, comme disait Raph tout à l'heure. À la Big Japan, en tout cas, ça se fait pas. Voilà. Parce que eux, ils essayent plus de faire de l'originalité dans les accessoires qu'ils utilisent, comme la CZW au final. La CZW, ils ont leurs 2 shows méga hardcore dans l'année. Et je crois que ça s'arrête là. Après, il y a pas de temps. Enfin, il y a beaucoup de hardcore à CZW, mais c'est pas que ça non plus. Et ils essayent pas. C'est pas l'escalade de la stipulation débile. C'est plus l'escalade des accessoires débiles, j'ai l'impression, dans ce genre de fédé.
Ouais. Alors justement, ça nous amène à un deuxième angle qui a son importance parce que ramener des trucs au public, c'est cool, mais pour que ça puisse être pérenne, il faut que ça puisse se vendre. Et on a des exemples, on parlait de Joey Janela tout à l'heure, qui est un peu un ovni dans le domaine du catch, qui arrive à faire ses petits trucs vraiment encore de manière très isolée, et qui arrive quand même à relativement les vendre pour pouvoir remettre le couvert plus ou moins chaque année avec ses éditions. Est-ce que pour le genre du hardcore, c'est une question, toi Laure ou toi Raphaël, que vous vous posez, le côté marketing hein, de ce genre de catch, quoi, qui fait partie évidemment comme on l'a dit au tout début, hein, c'est un des éléments du spectre du catch. Est-ce que vous dites des fois, bah voilà, est-ce que c'est plus facile à vendre ou pas Félix, par exemple, toi, tu nous suggérais carrément, est-ce que à la suite de ce qu'on appelle l'ère PG, donc avec ce qu'on appelle les ratings, le fait de ne pas avoir de sang visible, Dans les shows TV. Ouais. C'est pour ça que vous avez tous ces extraits de la WWE dans les top 10 qui, dès qu'il y a du sang dedans, sont en noir et blanc. Si vous ne le saviez pas, bah voilà, c'est cadeau. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vendre? Est-ce que c'est vendeur? Est-ce que, au-delà du public, on va dire un petit peu intimiste de régulier, comment ça se passe d'après vous? Moi, je pense que c'est vendeur, surtout maintenant. En fait, je pense que c'est la meilleure période pour le catch hardcore actuellement. Si on met peut-être de côté, à la limite, la moitié des années 90 avec l'Attitude Era et le Ouais. CW, où là, effectivement, c'était vraiment très Ouais, poussé, notamment par la WWF, forcément. Mm. Mais maintenant, après, je pense que le plus dur pour eux, c'est d'avoir un contrat télé. En fait, si t'as du catch hardcore C'est ça. très violent et très sanglant, il n'y a Ouais. aucun diffuseur télé qui va vouloir te diffuser. Ouais. Même si on voit qu'à la EW, au final, bon, il y a quand même, dans l'année passée, il y avait des très bons ratings, alors que quasiment toutes les semaines, Cody s'ouvrait la tronche et pissait le sang. Ouais. Ouais. On en parlait en blaguant tout à l'heure. Mais que du coup, je pense que maintenant, avec l'ère d'Internet, ok boomer, enfin, avec Internet et surtout le développement des plateformes de streaming, en fait, ils ont plus besoin des diffuseurs télé. Et du coup, Ouais. le catch hardcore, on voit, il y a quand même deux grosses fédés américaines axées là-dessus, qui, enfin, de ce que j'en sais, je suis pas allé voir leurs chiffres, mais ça a l'air d'aller bien, quoi. Et je pense que, ouais, c'est ça, juste en vendant leurs produits sur Internet, Mm. ils peuvent se passer de la télé et du coup s'en sortir, être marketable dans leur niche, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que Félix, Laure, vous partagez aussi ce... Bah, moi, je partage totalement l'idée de Raph au niveau pratico-pratique, c'est vraiment ça. Je pense que comme ça, il se libère des contraintes juridiques presque et politiques de la télévision. Et puis surtout, je pense que effectivement, il y a pourquoi maintenant c'est d'un point de vue technique, donc c'est bien, mais c'est surtout plus vendeur maintenant parce que c'est pour ça que je parlais de PG Era dans le topo avant d'émission. C'est parce que voilà, beaucoup de fans ont grandi avec l'Attitude Era, surtout aux États-Unis, et donc avec beaucoup de violence. Et quand la WWE a voulu obtenir des contrats TV plus onéreux et plus de sponsors, ils ont limité beaucoup le sang et la violence et le sexe aussi dans ces storylines et dans ces matchs. Et donc du coup, il y a quand même une bonne dose de fans qui recherchent ce catch-là, ce catch hardcore. Et je pense que la EW, notamment avec Cody qui saigne très facilement du front, a voulu vraiment capitaliser là-dessus et se démarquer. Enfin, c'est ce que faisait déjà la TNA par exemple, ou des CZW, mais à plus petite échelle, ou en tout cas avec un retour critique moindre, même si là maintenant la WWE fait un peu dans le grand guignolesque avec son raté malheureux à Revolution. Mais donc du coup, je pense que il y a un certain catch hardcore qui a sa place dans le catch américain, on va dire mainstream, parce que y a ça constitue une vraie alternative. Et la Game Changer Wrestling, elle l'a bien compris dès le départ, quand elle a vraiment essayé de capitaliser sur tous les genres alternatifs possibles, que ce soit le hardcore, que ce soit le shoot style, ou le comedy wrestling. Donc je pense que le hardcore vraiment extrême, je pense que la marketabilité était difficile, mais comme l'a soulevé Raph, ça l'est plus trop maintenant.
Laure? Je pense que tout a été un petit peu dit. Après, c'est vrai que avec Internet, tu es beaucoup plus libre en fait de faire ce que tu veux et t'es plus obligé d'en faire des. Enfin, t'es pas forcément obligé d'en faire des caisses pour amener du public, puisque enfin, t'as quand même ton public. Donc oui, enfin, je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter là en fait. Je Par vais rapport. Oui, oui, par Voilà. rapport effectivement aux observations qu'on a eues, je vais peut-être rajouter un truc sur ce que disait Félix, ça me faisait penser à ça. Peut-être aussi que, bon, je m'improvise un petit peu socio-anthropologue de comptoir, mais peut-être qu'il y a cette dimension aussi, pour rebondir sur le hockey boomer de Raphaël de tout à l'heure, de vivre un peu par procuration des époques qui n'ont pas été vécues. Alors je pense qu'évidemment tous les retours de mode sont toujours un petit peu ont toujours une partie de cette base-là de faire revivre d'une part pour un public une certaine forme de nostalgie, mais aussi de faire vivre à des personnes plus jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de les vivre auparavant. Mais je pense voilà à toute une génération qui n'a pas été nourrie au Jackass ou au Rotten ou à des choses comme ça pour ceux qui connaissent les refs. Sinon Internet est ton ami comme le disait Raphaël tout à l'heure. Et grosso modo, ouais, je pense qu'il y a peut-être une espèce de forme de niche, peut-être limite malgré elle, qui s'est créée avec cette proposition. Et surtout, il faut quand même être un peu tolérant, hein, malgré surtout ce que moi j'ai pu dire sur le match de hardcore de Revolution, c'est que ça commence tout juste, quoi. Ça fait à peine 2-3 ans qu'ils mettent en place de manière très parcimonieuse ce genre de match. Donc à voir. Et puis d'une certaine manière, j'en reparlerai plus tard parce que j'ai une autre idée en tête de comment est-ce qu'on n'a pas déjà quelque part du hardcore qui est là sans vraiment dire son nom. Mais je vais un peu trop vite. Il y a aussi un autre risque pour parler des catcheurs. Félix, tu nous le disais à raison, c'est que les catcheurs peuvent prendre le risque de s'enfermer dans ce genre-là. Comme dans tout genre d'ailleurs, hein, il peut y avoir un high flyer, peut-être qu'à un moment on va l'enfermer et ne pas lui laisser faire du catch technique au sol alors qu'il en serait capable. Mais il y a quand même quelques petits contre-exemples, enfin petits, pardon, en tout cas il y a certains noms, vous allez voir, qui sont loin d'être petits, que je te laisse nous citer. Oui, dans les contre-exemples que moi j'avais en tête, il y avait Mick Foley, pour le plus grand contre-exemple possible. Clairement. C'est un gars qui s'est fait un nom en prenant des bumps brutaux, pardon, et très violents pour son corps, qui a participé à des tournois vraiment de deathmatch très violents au Japon et qui finalement en a fait une carrière, mais finalement à la WWE il a pas fait que ça et il n'a pas été retenu que pour ça. On a aussi John Moxley plus récemment, parce que à la WWE il a eu des matchs violent mais pas aussi sanglant qu'il a pu en avoir sur le circuit indépendant où il s'était fait connaître. Donc il a réussi à opérer une reconversion quand même. Et il y a d'autres noms comme Tomoaki Honma à la New Japan, qui est une top star de la Big Japan avant d'aller à la plus grande fédération japonaise et de plus faire de hardcore du tout. On a aussi Drake Younger qui avait fait une reconversion à la fin de sa carrière à la PWG où il catchait plus vraiment de manière hardcore avant d'être engagé par la WWE aujourd'hui en tant qu'arbitre. Donc ça existe, quoi. On peut ne pas être enfermé dans le genre du hardcore parce que voilà, quand on est dans le catch ou dans n'importe quel art du spectacle, voilà, on est très bon en comédie, on va pas vous voir dans un rôle dramatique alors que vous avez peut-être les capacités pour le jouer. C'est pareil dans le catch avec le genre du hardcore par exemple. Après, il y a aussi des catcheurs qui s'enferment presque volontairement dans le genre du hardcore parce que peut-être qu'ils à juste titre déjà, et puis peut-être qu'à juste titre ils ont l'impression qu'ils sont pas aussi talentueux pour les autres volets du catch, que ce soit le côté verbal avec les promos ou le côté vraiment technique. Donc ils se disent que ils vont faire carrière dans le hardcore. Mais voilà, moi je voulais parler de ça parce que c'est aussi une réalité dans le monde du catch, quoi. Oui, clairement, hein, pour Mick Foley, on rappellera tous ces nombreux avatars, hein, si on veut avoir une idée au-delà de son catch, hein, de ce que l'homme a pu laisser comme empreinte sur le catch en règle générale. Je sais pas si je peux réagir là-dessus. Bien je suis sûr. pas trop d'accord avec toi pour Mick Foley, justement. Vas-y, je t'écoute. Mick Foley, pour moi, justement, il est vachement
Enfermé, justement. Enfin, peut-être pas enfermé. Enfin, ouais, vraiment. Peut-être pas enfermé non plus, mais vraiment imprégné de cette image du hardcore. Oui. C'est vraiment sur sa fin de carrière à la WWE qu'il a arrêté de faire du hardcore, quand justement la WWE a arrêté de faire ça. Et sur la fin, quand il continue à faire un peu des matchs hardcore, Mick Foley était toujours là. Et Mick Foley avait sa batte à fil de fer barbelé. Pour moi, justement, Mick Foley, il a surtout été, il est surtout connu pour ça. Même quand tu parles à quelqu'un qui connaît bien Mick Foley, le premier truc qui va te parler, je pense, ça va être son match contre l'Undertaker où il passe à travers la cage. Oui. Ça va être sa carrière au Japon dans des matchs hardcore. Mais après, je pense que. Vas-y, finis. Après, non, mais j'allais dire que je pense qu'il y a le côté fin de carrière où effectivement il s'est illustré presque que dans des matchs hardcore à la fin de sa carrière, que ce soit contre Randy Orton, contre Edge, voilà. Je pense qu'il y a un côté double tranchant. À la fois, c'est parce que je pense qu'il y avait une demande des fans et du promoteur lui-même, Vince McMahon. Tu es connu pour ce genre de truc, les fans veulent te voir dans ce genre de truc, donc je vais te mettre en scène dans ce genre de truc. Et aussi, je pense que à force d'avoir catché de cette manière-là tout au long de sa carrière, il s'est défoncé le dos, les articulations, etc. Et donc il était plus vraiment capable de proposer un catch classique avec un rythme plus ou moins soutenu et technique. Donc finalement, il pouvait presque... Il s'est enfermé tout seul dedans. Mais je pense que c'était pas forcément de sa volonté, quoi. Ah non, je dis pas. Ah non, mais je dis pas que ce soit sa volonté ou non. Je dis juste que pour moi, il était quand même plutôt enfermé là-dedans. Alors qu'à côté de ça, il y a d'autres mecs qui sont allés des grands noms de la WWE après, genre Chris Benoit. Je crois que Stone Cold aussi a été au Japon et a fait du hardcore. Jericho aussi. Alors qu'eux, ils ont eu un petit début de carrière où ils papillonnaient dans pas mal de fédés au Japon, dont des trucs hardcore. Et après, eux, par contre, ils sont posés aux États-Unis et ils en ont plus jamais fait pour la plupart. Sauf certains, quand la WWE a racheté le CW, c'était quoi, 2006, dans ces eaux-là. Je crois que même le Big Show a fait du hardcore, je crois, même à cette époque-là. Oui, alors pour la petite histoire, ils avaient racheté... il en fait toujours, hein, du hardcore, hein. Il est aux commentaires maintenant. Ça va être dans nos oreilles, le hardcore. Mais la WWE avait racheté la CW quand elle avait fait banqueroute en 2001, et puis après elle avait relancé pour en faire son troisième brand, son troisième roster avant que ce soit NXT finalement. Et oui, ils avaient essayé de surfer sur le hardcore, mais ça restait de la WWE et il n'y avait pas vraiment de règles extrêmes comme à la ECW, etc. Et le Big Show en a fait un petit peu parce qu'il a été champion de la ECW, étiquette WWE, oui c'est vrai. Mais bon, après, je sais pas, est-ce que ça compte vraiment comme du hardcore, tout ça? Ouais, la question demeure, on la gardera en ouverture si vous voulez, parce que c'est comme d'habitude, hein, c'est fascinant, moi le premier, mais le regard sur le prompteur et l'heure qui tourne évidemment. On a Mick Foley, je vous suggère du Peter Gabriel si vous voulez, My Body is a Cage, pour un peu résumer ce que disaient Félix et Raph il y a quelques instants. Et on va se demander maintenant, on parlait du hardcore qui allait trop loin dans le côté grand guignonesque, et on va revenir à un truc un petit peu quand on dit qu'il nous tient à cœur, hein, pas du tout dans un côté on va dire clickbait, hein, mais plus principe de réalité, c'est quand le hardcore va trop loin au sens d'arriver à des drames, et Félix, tu nous en as relevé quelques-uns. Laure, Raphaël, si vous en avez à l'esprit ou si vous y pensez en cours de route, n'hésitez pas à emboîter le pas à Félix. Donc tu nous parlais, alors je ne connaissais pas du tout, hein, la figure New Jack, est-ce que tu peux nous en dire tu y pensais aussi, Laure? Ouais. Vas-y, peut-être tu peux. Oui. Hein, c'est encore mieux. Ce sera encore mieux. Ah bon, d'accord. Je laisse Félix en parler. Enfin, nous, on a regardé l'histoire de New Jack dans un épisode de Dark Side of the Ring, en fait. Ouais. Où justement, tu as tout un épisode où on te présente ce catcheur, ce qu'il a fait à la ECW, et quand il est allé trop loin. Quand il s'est battu. Excuse-moi. Tout le monde connaît cette histoire, je pense. Parce que je pense que quand on parle de hardcore qui va trop loin, je pense que New Jack, c'est vraiment la figure de proue, quoi. Le mec incarne lui tout seul le catch hardcore qui va trop loin. Ah là là, ils se sont transformés en Christophe Ondelat, là, les trois. Vas-y, Félix, dis-nous, parce qu'il y a trop de teasing là, il faut qu'on sache. Alors, pour ceux qui savent pas. Alors, effectivement, New Jack, c'était un catcheur pas vraiment hardcore, c'était plus un bagarreur
violent, qui pouvait se faire saigner souvent, avant d'intégrer l'AECW dans les années 90, où là, c'est parti, quoi. On avait libéré la bête, on avait ouvert la boîte de Pandore, et il a fait vraiment beaucoup de hardcore à l'AECW, mais vraiment sans psychologie, sans rien du tout. Et il y a eu un incident qui est resté célèbre et qui a été mis en exergue dans la série documentaire Dark Side of the Ring, sur Vice TV, qui est le Mass Transit Incident. Donc c'était un house show, donc un show non télévisé de la ECW, où parce qu'un catcheur manquait à l'appel, un jeune, je crois de 16 ou 17 ans, qui se disait, voilà, 17 ans, qui se disait catcheur, qui s'est donné le pseudonyme de Mass Transit parce qu'il était terriblement obèse apparemment, a dit mais moi je veux bien catcher, il n'y a pas de souci, voilà, j'y vais. Et c'était dans un match avec New Jack, et donc il y allait avoir beaucoup de sang dans ce match là, comme c'était presque un prérequis pour un match de New Jack, quoi, à l'époque. Et sauf que le jeune de 17 ans avait jamais s'était jamais fait saigner volontairement, avait jamais fait de blade job, donc il a demandé à New Jack de le faire, et New Jack, sans vraiment aucune considération pour son collègue entre guillemets, a juste pris un couteau qui traînait par là, et puis a commencé à lui couper le front, mais comme si c'était un bout de gigot, quoi. Et ça a fini vraiment en bain de sang littéral, avec une perte impressionnante de sang, vraiment, qui a fait venir donc les médecins autour du ring, et puis une ambulance, etc. Il y a eu un procès derrière parce qu'effectivement il avait que 17 ans, il n'était pas un catcheur, mais c'était aussi de la faute des organisateurs, c'était pas forcément de la faute de New Jack. Mais New Jack a pas été de main morte, et New Jack a eu énormément d'autres anecdotes. Ça c'est la plus connue, mais il y en a d'autres qu'on voit dans l'épisode de Dark Side of the Ring, une série qu'on vous conseille, encore une fois, on en a déjà parlé dans l'émission. J'ai beaucoup parlé, par exemple, je crois que c'était pas à la ECW, c'était à la XPW, la fameuse promotion mi-hardcore, mi-porno, où il affrontait un autre catcheur hardcore qui s'appelait Vic Grimes, où apparemment ils avaient fait un match d'abord où Vic Grimes avait loupé un spot prévu dans le match, où il était tombé sur New Jack, et New Jack avait estimé qu'il l'avait fait exprès pour essayer de le blesser, et qu'il s'était fait une promesse de se venger. Et du coup, à un autre match, un scaffold match, donc ça veut dire un match avec des échafaudages, donc le but c'est de monter tout en haut de l'échafaudage et puis de faire tomber son adversaire. Et ben New Jack avait décidé de le balancer manu militari de l'échafaudage, pas juste de le laisser tomber avec un minimum de sécurité et de précaution, non, il l'a balancé, le mec a failli se planter la tête dans le coin du ring, un peu comme Owen Hart, on en avait parlé dans notre émission sur les botches. Il a failli le tuer, quoi. Sachant il l'avait tasé même, je crois. Oui, c'est vrai, il y avait un taser. J'avais oublié ce détail, mais voilà. Le mec, vraiment, Vic Grimes a eu aucune blessure, il me semble, c'est un énorme miracle. Oui, parce que incroyable. C'était pas le but de New Jack, hein, pourtant. Et donc New Jack, il y a tout un historique. Le gars a eu une enfance vraiment horrible, apparemment, où il assistait à de la violence conjugale vraiment extrême pour le coup, ce genre de choses. Bon, ça excuse pas tout évidemment, mais je pense que ça influence sur la personnalité. Et puis le mettre dans un bain comme ça, hardcore, voilà, ça va trop loin. Il y a pas énormément de figures autres que New Jack dans ce style-là, mais parfois le catch hardcore va trop loin, notamment dans la perte de sang, dans l'hygiène, dans les maladies qui peuvent être transmises par le sang, comme les MST, genre l'hépatite C, ce genre de choses. Donc ça puis les accidents aussi, tout bêtement, vu que c'est un style plus très, très extrême, t'as vachement plus de chances de te blesser, voire de mourir, comme je crois que c'est Hayabusa qui a fini paralysé oui, mais après un match en 2001. Mais lui c'était sur une prise de catch, il avait tenté un Lion Salt à la Chris Jericho et il s'était réceptionné sur la nuque. Donc, du coup... mais c'était pas pendant un match extrême, justement. Ah, ça je sais plus. Mais en tout cas, c'était une prise de catch. Mais oui, c'est vrai, ne serait-ce que par les éléments qui sont dans le ring, genre, on parlait des bris de verre dans certains matchs. Il y avait l'acteur David Arquette, qui avait été célèbre dans le monde du catch parce qu'il avait été champion de la WCW à l'époque. Il y avait eu tout un délire de booking vraiment regrettable qui l'avait fait champion. Et donc, lui qui était fan de catch pourtant,
Il y a quelques années, il avait voulu vraiment s'y mettre. Il s'était formé vraiment au catch et il avait fait une tournée sur le circuit indépendant, notamment hardcore. Et il avait fait un match hardcore à la GCW où il s'était réceptionné sur une table en verre. Et il s'est aperçu en se relevant qu'il avait un bout de verre planté dans le cou. Et qui commençait à perdre vraiment beaucoup de sang. Et donc il a dû aller très vite au vestiaire pour régler la chose. Oui. Et le bout de verre était passé à quelques centimètres de son artère, quoi. Donc ça, par exemple, ça peut être très très chaud, quoi. Oui. Ah oui, Effectivement. Donc voilà, donc on mettra peut-être un disclaimer sur cette émission pour que les gens soient un peu prêts. En tout cas, il y a une réalité. Tu parlais concernant New Jack d'une jeunesse très difficile, et on le répète, évidemment, ça n'excuse pas tout, mais comme le précisait Félix, malheureusement, on sait que dans un enchaînement d'événements, ça peut désensibiliser par rapport à la violence, et puis aussi quand on se retrouve dans une vocation et un terrain où on autorise effectivement ce genre de comportement, bah voilà, l'escalade peut aller jusqu'à ce qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Il y a une dimension aussi, on va passer sur la fascination pour les cicatrices, et évidemment la dimension potentiellement masochiste jusqu'à un certain point. Bon, déjà, dans la pratique du catch, il faut quand même intégrer la dimension de la douleur, hein. On va pas mettre forcément des curseurs par rapport à tout ça. Alors, il y a toutes les dimensions un peu exotiques, hein, évidemment, ça, qui vont aller de la coupure de papier aux punaises, les Lego aussi, un peu moins hardcore, mais ça peut arriver, etc. Et puis, un autre élément comme la graffeuse, hein, qu'on a déjà vu ça et là, qui a toujours son petit succès. Toi, Félix, tu nous relevais peut-être renvoyer les gens là aussi vers cet exemple-là, le cas de Jun Kasai. Oui, donc lui, c'est un catcheur hardcore japonais très réputé depuis quelques années. Et il y avait eu un portrait dans une autre série de Vice TV qui s'appelait The Wrestlers. Donc là, qui allait examiner un peu les catcheurs un peu partout dans le monde, mais dans des fédérations parfois inconnues ou ce genre de choses. Et ils avaient fait le portrait de Jun Kasai. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait vraiment qu'il était passionné par le genre hardcore, pour le coup, et qu'il n'hésitait pas, de manière créative, à imaginer des armes ou des situations qui pouvaient créer des blessures. Inédite, mais pas grave, déjà juste superficielle, mais inédite. Et notamment, on l'avait vu dans le reportage où il tenait son petit bébé dans les bras pendant que sa femme était par terre en train de préparer une planche avec des rasoirs, etc. Et elle le faisait vraiment à la japonaise, très précautionneuse, très précise, très concentrée. Et le documentariste, il disait, mais ça vous inquiète pas de ce que votre mari va faire avec ce que vous êtes en train de construire? Elle disait non, j'essaie pas d'y penser, j'essaie d'être concentré sur lui préparer un truc vraiment bien fait, qu'au moins il n'y ait pas d'accident. Donc voilà, ça c'était pas mal, mais c'est aussi une preuve d'amour, hein, c'est dit comme ça paraît excessif, mais c'est vrai que c'est peut-être la personne la mieux placée pour faire en sorte que le truc soit entre guillemets nickel et ne lui cause pas de blessures graves, hein. Et ça montre aussi que le catcheur hardcore, mine de rien, dans le côté, comme on disait, grand guignolesque ou vraiment extrême, marginal, comme on peut l'imaginer, ça reste un artiste aussi, en fait. Et quand on voit le corps d'un Jun Kasai, par exemple, toutes ces cicatrices sur le corps, sur le dos, sur les bras, sur les mollets, sur les jambes, sur le front, ça fait presque une sculpture, quoi. Et c'est une sculpture qu'il n'a pas eu malgré lui, c'est quelque chose qu'il a recherché, quoi. C'est un peu comme les gens qui... Je sais pas, c'est peut-être une grossière comparaison, mais c'est ce qui me vient maintenant à l'esprit. Mais c'est un peu comme... Non, pas les militaires, mais un peu comme... Oui, c'est un peu des badges of honor, comme on dit. Mais moi, je pensais par exemple aux gens qui ont vraiment une espèce d'obsession pour le tatouage, où ils mettent plusieurs couches de tatouage ou ce genre de choses, parce qu'ils veulent vraiment faire de leur corps une pièce artistique, que ce soit pour eux ou pour les autres, quoi. Ou les gens, comme les gens qui se scarifient aussi, par exemple.
Ah ouais, Moi, là je dis, c'est alors, encore une autre dimension. Ouais, voilà, on est dans des, effectivement, on est dans des degrés très, 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 très variables. Enfin, parce que dans la scarification, c'est vrai que c'est vraiment une illustration sans mauvais jeu de mots d'un mal-être là où on peut encore Ah voir. non, pas forcément. Enfin, bon, bah, c'est pas le sujet, mais il y a aussi des gens qui se scarifient, tout comme il y a des gens qui se tatouent parce que ça, ils trouvent ça beau et que c'est de l'art. Mais bon, Mais tu peux te c'est un faire autre débat. scarifier par un tatoueur aussi. Hein. Ouais, voilà. Ça, c'est Oui. c'est l'une. Ah oui, d'accord. Ok. Moi, je savais je pense. Tatouage que tu as aussi, la scarification, pour être bien faite, peut-être fait par un tatoueur, et tu vas avoir quelque chose de superbe. Tu vois, ça va être du domaine de l'art. Moi, je pensais C'est pas vraiment forcément ce que ça va être, en fait. Il y a différents curseurs, on va dire, sur la scarification. Je pensais pas du tout, effectivement, moi j'évoquais pas du tout la dimension artistique, hein, j'évoquais vraiment le cadre, on va dire, psychopathologique Ah oui, ok. dans ce cas-là. Sinon, c'est vrai aussi que pour rebondir sur ce que tu disais, Félix, sur l'art aussi, j'ai vu aussi, toujours sur Vice, un petit docu, malheureusement j'ai plus le nom de la personne en tête, c'est un catcheur qui est une toute petite fédé à New York qui se bat dans un bar. J'ai le nom. Hardcore dans un bar. Tu l'as aussi? Il s'appelle Casanova Valentine. Ah oui, c'est ça, ouais. Et qui lui aussi est un artiste et il est peintre aussi, il fait de la peinture et pour lui, le catch hardcore comme ça, c'est plus de la performance théâtrale que de la bagarre, quoi. Ouais, c'est de la performance artistique, c'est ce qui t'explique ça, en ouais. fait. Oui, il disait même dans le docu, si je me souviens bien, vous me dites si je me trompe les deux, hein, mais il disait que pour organiser ce genre de, entre guillemets, show dans les bars, etc., il n'avait pas à avoir d'autorisation de la part de la commission athlétique de New York, comme c'est le cas pour des shows de catch aux États-Unis. Je sais pas comment ça fonctionne en France, mais je pense que ça fonctionne pas comme ça. Mais en tout cas, aux États-Unis, historiquement, ça a toujours été confié à la commission athlétique pour voir si tout est en règle, s'il y a bien un médecin sur place, s'il y a bien les précautions, etc., les distances du ring avec le public, machin. Et lui, il disait que pour s'en passer, mais aussi d'un point de vue pratique, mais aussi d'un point de vue vraiment intentionnel, d'un point de vue artistique, je veux dire, il faisait passer son spectacle pour du performance art, pour une performance artistique. Ouais, c'est ça. On vous renvoie vraiment, hein, pour rester dans la performance, au fameux épisode avec Laure et Raphaël, hein, où on parlait aussi de performance théâtrale, hein, d'ailleurs. Donc si vous n'avez pas écouté ou si vous ne vous rappelez pas, une bonne manière de vous rafraîchir la mémoire avec le catch japonais, peut-être ceux qu'on évoque un petit peu moins que d'habitude. Et on va terminer avec un petit peu, on parlait de gens, les tatoués, des traces honorifiques. Tu nous disais, Félix, avec le côté vecteur d'acceptation, hein, c'est-à-dire le tampon badass, un petit peu, le label badass. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire pour qu'on termine sur ce grand tour du genre hardcore? Comme on l'a un peu évoqué, on parle beaucoup de catcheurs hardcore, on parle d'un public qui est majoritairement masculin, mais il y a aussi des catcheuses hardcore. Et il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Ouais. Et notamment, il y a tout un phénomène depuis les années 2000 où il y a des catcheuses qui, pour essayer de se faire accepter en tant qu'égal des hommes entre guillemets sur le ring, parce que c'est donc dans les années 2000, c'est une époque où à la WWE il n'y avait pas encore eu de Women's Revolution, où les catcheuses étaient encore un peu des playboys, des playmates pardon, alors il y en avait qui s'entraînaient et qui étaient formés pour être catcheuses, mais d'autres qui étaient formés sur le tard, quoi. Et donc pour casser un peu ces codes-là du genre de la catcheuse à l'époque, il y a certaines catcheuses indépendantes qui se sont mis vraiment au hardcore. On parle, moi j'ai cité des noms comme Maria Manic, comme Jules Malone, il y en a d'autres, hein, faut les rechercher, mais c'est vraiment ça, et des femmes qui sont prêtes vraiment à mettre leur corps en jeu à la même mesure que les hommes dans le catch hardcore pour se faire accepter comme des catcheuses badass qui peuvent ensuite s'exporter dans des compagnies comme la Ring of Honor pour Maria Manic, qui n'est pas une promotion hardcore, mais il y a aussi, on le voit même à la AEW, là, au prochain Dynamite, ils vont organiser un match hardcore dans le main event de Dynamite entre Britt Baker et Thunder Rosa. C'est un truc assez inédit. C'est pas vraiment un match. Ah bah oui, si, c'est un match hardcore, c'est vrai. Oui, c'est un match non sanctionné. Voilà. Donc ça risque d'être hardcore, quoi.
L'exemple de Maria Manic, on va pas s'étendre dessus, on vous renvoie encore, ça va devenir une habitude, hein, à notre cher Kenny Johnson, hein, qui a fait effectivement un documentaire qui s'appelle Becoming Maria Manic, qui, comme la plupart de ces documentaires, sont très chouettes, très renseignés et très touchants. Et donc voilà, on vous renvoie là-dessus. Peut-être aussi sur une autre ref qu'on vous transmettra probablement dans les différents... sur le Discord aussi, hein, n'oubliez pas, on vous le rappelle, si vous avez eu le courage hardcore d'aller jusqu'ici dans l'émission, avant de donner la parole à mes camarades pour qu'ils puissent conclure. Un article qu'on cite souvent avec Félix qui est Blood, Sweat and Tears, The Proof in the Spectacle, donc qui est un article qui s'étend beaucoup sur, comme son nom l'indique, on va dire les fluides à l'œuvre dans le catch qui en général se voient, le sang, la sueur et les larmes. On pourrait rajouter aussi les glavios et les crachats avec Naito, même si c'est quand même pas mal calmé avec les années. Et c'est vrai qu'il y a un article très intéressant là-dessus qui vous en parle de manière assez approfondie, et donc vous avez un encart sur le sang qui est assez intéressant. Voilou. Écoutez, je vous laisse soit revenir sur un dernier temps sur ce label Badass dont nous parlait Félix, soit on va amorcer notre conclusion de l'émission. Je pense que nous-mêmes, on va aller creuser un petit peu le sujet, parce que les catcheuses hardcore, j'en connais pas, et en tout cas, ça me donne envie, quoi. J'ai envie de découvrir, tu vois. On vous mettra les liens dans les descriptions. Dans les descriptions, et puis surtout, viendez sur le Discord pour venir discuter avec nous. Il y a de plus en plus de monde, c'est très très chouette, et on est très heureux effectivement de pouvoir avoir autant d'opinions et de types de catch qui sont partagés. On en arrive, je l'ai déjà dit, à la conclusion. On va faire un petit tour de table, mon cher Félix, ma chère Laure, mon cher Raphaël, sur un petit peu le ressenti global par rapport à cette histoire du hardcore. Hein. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous plaît en général, ou qu'est-ce qui vous déplaît après tout ce qu'on a pu discuter ça, c'est un truc que j'aimerais savoir aussi, non, plutôt notre avis, d'accord. Ouais, votre avis. Pourquoi vous aimez ou pas le hardcore, par exemple? Parce que toi, je crois que t'aimes pas trop ça, Mehdi. Alors, je vais, tant qu'à faire, vu que je suis lancé, accusé, avancez-vous. Quand je dis je n'aime pas lorsque ça va vraiment dans dans un certain type d'extrémité. Typiquement, le hardcore qu'on a pu voir à Revolution, entre guillemets, il n'y a pas de souci. Le blading, c'est pareil, mais je vais commencer à vraiment avoir du mal quand on va avoir des matchs de catch, comme vous en avez parlé tout à l'heure, comme la Zona 23 pour 23, donc où on a une pratique qui est vraiment très peu cadrée, où on sent réellement qu'il y a une prise de risque, voire, soyons concrets, un danger de mort, quoi. Et puis tout ce qui va être genre de truc du style enfoncer des clous dans les bras, dans le sommet du crâne, les petits trucs de ce genre-là, c'est un peu des joyeusetés où ça me fait un petit peu sauter de mon canapé ou de ma chaise si je suis amené à voir ça en live. Tu tolères une certaine forme de hardcore sans être plus amateur que ça, quoi. C'est ça, voilà, je vais tolérer, je vais vraiment je vais aussi admettre le plaisir qu'il peut avoir. J'ai pas un rejet massif à dire non mais c'est pas possible, faut être des glingues pour machin. J'entends tout à fait la fascination, mais moi voilà, il y a une dimension et à un moment ça devient viscéral, et où je me dis où je mets ma propre limite, je répète bien la mienne, où je me dis c'est vraiment de la de la mutilation pure et simple. Mais je parle vraiment, et je me serais beaucoup répété, de ce que ça me fait ressentir moi, parce que chacun, on parlait justement de la scarification qui n'est pas psychopathologique, vous avez bien fait de le préciser, Laure et Raphaël tout à l'heure. Voilà, chacun là-dessus, chacun voit midi à sa porte, du moment que c'est cadré par des gens pros et compagnie, bien entendu, qu'on peut avoir des pratiques sur le corps qui sont tout à fait des expressions artistiques. Voilà, pour mon feeling de mon côté. Et toi, Félix, peut-être pour répondre, parce que là on est interpellé par les forts amis. Bah oui, non, moi j'ai quand même un fort amour pour le hardcore, même dans ses extrémités, alors peut-être pas jusqu'à
l'amateurisme apparent de la zone A23. Mais même pour des trucs comme le Tournament of Death, par exemple, avec parcimonie, je pourrais pas regarder ça de manière régulière, mais sporadique, oui. Parce que je pense que dès le départ, j'ai toujours eu une espèce de curiosité un peu morbide autour du catch. Moi, c'est comme ça que je suis devenu fan de catch. C'est quand on m'a appâté pour voir le Hell in a Cell entre Undertaker et Mankind sur attention, tu vas voir, il y a de la vraie violence, il va chuter de super-héros et tout ça. Voilà, le fameux tonton. Donc voilà, j'ai toujours eu ça, je pense. Après, il y a un type de catch hardcore que moi j'exergue, mais je peux pas, je pourrais pas voir. J'avais vu un match de catch hardcore, un deathmatch japonais il y a quelques années, où ça commençait par, alors je connaissais pas les deux catcheurs, je connaissais pas la storyline ou la rivalité entre les deux, je sais pas s'il y en avait d'ailleurs, je pense pas qu'il y avait de match de titre en jeu, pardon. Mais ça commençait par on prenait des néons chacun dans nos mains et chacun de notre côté sans qu'il y ait même de regard adverse ou de mots échangés. On se casse les néons sur la tête, on se casse les néons sur le corps, on se casse les néons par terre, on fait des bumps sur les néons cassés, on se roule dans les néons cassés et une fois qu'on a fait ça, on peut catcher. Mais ça, ils le font super souvent. Ça, ils aiment bien. Ouais, peut-être pas souvent à ce point-là non plus. En général, comme ils s'invectivent avant. D'accord. Ouais, mais tu vois quand même, c'est soit tu te casses des néons sur la tête, soit tu prends un seau de néons complètement concassé, tu te le verses sur la tête, ou tu te roules dedans. Enfin, il y a souvent ce genre de choses avant, par exemple, un main event dans un show où tu as eu où tu as eu des matchs hardcore. D'accord. C'est quelque chose qu'on voit quand même relativement souvent, Raph. C'est un rituel. Mais c'est ça. Fais gaffe, Raph, tu vas te prendre un coup de néon sur la gueule, ça va être. Mais voilà, c'est des choses qu'on a vues souvent. Ouais. Mais pour finir la mise en bouche, tu vois. Oui, mais pour finir là-dessus, moi j'ai du mal avec ça parce que non, mais je comprends. Pour moi, en fait, c'est pas intéressant. Pour moi, il n'y a pas de construction dramatique, il n'y a pas de on va monter en tension, il n'y a pas de danger autour du hardcore parce que dès le départ, on dédramatise. Et je comprends bien l'intention, c'est déconstruire un peu le hardcore avant de s'y mettre. Voilà, c'est aussi une décision artistique en soi. Mais pour moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait, quoi. Je me faisais une remarque un petit peu, enfin j'allais dire un peu bête, peut-être pas, vous me direz, c'est que c'est beaucoup plus acceptable d'avoir une extrémité hardcore, violente, visuellement impactante dans un match comme Climax, notamment un Climax final, que en ouverture. Tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, Félix. Et je me demande aussi, je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, mais je me demande, est-ce que c'est pas aussi, tu parlais de mise en scène narrative, théâtrale, de ce qu'on veut, quoi, de mise en scène en tout cas, est-ce que c'est pas lié à la façon dont notre cerveau est constitué, notamment construit mythologiquement dans les grands récits, notamment les mythes, et où en général, cette espèce de déchaînement de violence, cette espèce de climax de violence, il est à la fin. Je pense notamment à un truc qui forge beaucoup des récits occidentaux, c'est effectivement le théâtre antique grec, et où il y a ce qu'on appelle cette fameuse catharsis, qui est utilisée un peu à tort et à travers. Beaucoup de gens vont dire la catharsis c'est des trucs pour se défouler, mais la catharsis étymologiquement parlant, c'est le retour à la paix dans la cité, et qui généralement, on peut donner plein d'exemples, hein, ça peut aller de la fin de l'Odyssée avec le gros massacre des prétendants d'Ulysse à son retour, jusqu'aux Bacchantes, qui sont effectivement ces femmes, ces avatars de Dionysos qui, on va dire, s'en laissent pas compter, hein. Je pense que ça doit être des héritières de comment s'appelle-t-elle, on en parlait tout à l'heure, de Maria Manic, de quelque part, et qui arrachait effectivement les membres de leurs adversaires sans aucun souci. Donc voilà, je me dis, est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir un conditionnement même ah oui, je pense de clairement. cerveau, tu vois, de un final, un climax, je pense clairement. C'est pour ça que je parlais après j'essayais de pas trop juger, dans le sens où c'est une volonté créative de déconstruire un peu ce genre de fonctionnement narratif
classique, voilà, c'est le Hero's Journey de Joseph Campbell, quoi. C'est exactement. voilà, c'est pour ça qu'on va pas commencer un Die Hard avec une explosion au début du duel final, mais plutôt à la fin, quoi, ou ce genre de choses, quoi, parce que voilà, c'est une escalade, quoi, c'est toujours l'escalade, et puis jusqu'à ce qu'on arrive au plus grand boom qui arrive à soit détruire le protagoniste, soit détruire l'antagoniste, et puis après on a le retour au calme, on a le retour à la paix, comme tu disais, quoi. Et je pense que c'est ça qui me gêne aussi, dans le sens mais c'est aussi la dédramatisation, c'est en mode bah non, c'est rien, c'est pas grave, c'est que des néons pour nous. Oui, pour vous c'est que des néons, mais pour les spécialistes, quoi, enfin les aficionados, mais pour celui qui est pas forcément aficionados et qui veut juste voir un bon match de catch quel qu'il soit, de commencer par ça, bah c'est en mode bah d'accord, j'ai vu ça, j'ai même pas vu d'enjeu, il y a même pas d'animosité, que je suis déjà servi, donc c'est pas la peine que j'en demande plus, quoi. Après, c'est marrant parce que quelque part, comme tu disais en précaution tout à l'heure, c'est pas forcément un jugement de valeur, mais il peut l'être inconsciemment. Tu vois, peut-être que pour certaines personnes, l'entrée dans une expérience sensorielle comme celle-là, ça peut être une illumination aussi, tu vois. Se dire de même pas vouloir rentrer dans le catch tel que nous on a pu le faire par nos expériences, mais de se dire waouh, ce truc c'est incroyable, quoi, c'est ça que je veux voir, ou c'est ça que je veux faire quand je serai grand, quoi. Enfin, et voilà. Je pense que l'opinion elle serait peut-être différente en live. Moi j'aimerais bien qu'on finisse peut-être là-dessus, parce que si Laure et Raph sont là, c'est aussi pour nous témoigner comment est le catch hardcore en live, pour l'avoir vu au Japon notamment. Est-ce que de le voir en live et de le voir bah voilà, avec un écran, est-ce que ça rend l'expérience différente pour vous? J'ai aimé les deux expériences, mais je trouve qu'en live, c'est totalement différent. En fait, en live, t'es complètement subjugué par ce que font les catcheurs, en fait. T'as pas de complètement recul. Transporté, en fait. Vraiment, parce que tu le vis. Quand tu es prêt, nous, personnellement, on était assez près, donc moi, j'avais des bouts de néon dans les cheveux. Waouh. Si tu veux, et moi personnellement ça m'a subjugué, et je trouve ça vraiment transcendant comme expérience. C'est comme si tu le vivais, en fait, comme si tu étais toi aussi sur le ring. Moi c'est la sensation que j'ai eue. J'étais vraiment transportée, en fait, par ce que j'ai vu, et j'ai adoré, mais j'ai vraiment adoré. Après voilà, c'est mon jugement personnel, mais moi je trouve ça vraiment génial. Comme je l'avais dit dans l'épisode sur le catch au Japon, c'est vraiment la Japan que j'ai préférée de tous les shows que j'ai vus. Raphaël? Ouais, moi c'était un poil différent. Faut savoir que donc moi j'avais jamais vu de catch hardcore japonais avant le Japon. Et en fait, avant qu'on voit la Big Japan en live, on était dans un bar de catch à Osaka, et donc avec des télés où le patron diffusait des matchs. Et à un moment, il a mis de la Big Japan. Le 299. Ouais, le 299. On a vu la Big Japan, et moi, j'étais limite en mode, ah putain, mais c'est vraiment hardcore. Surtout les néons. Je te rejoins un peu, Félix. Les néons, j'ai trouvé ça vraiment très très hardcore, parce que c'est du verre, ça coupe, ça rentre dans la peau, machin. C'est vraiment. Donc le main event qu'on a vu, j'avais trouvé ça trop pour moi, trop de sang, trop de violence et tout, et du coup le fait qu'on devait y aller quelques jours après, j'anticipais un petit peu. Et en fait en live, je sais pas, c'est passé vachement mieux, en fait, alors que pourtant ça c'était bien vénère aussi, ça pissait bien le sang, mais je sais pas, il y avait un côté, ça m'a moins perturbé, c'est un peu fort comme mot, mais oui. Ouais, vous voyez le délire, quoi. Ouais, alors je sais pas si ce côté en live, t'es à fond dedans, t'es limite en communion avec les catcheurs, quoi. Tu parlais de catharsis tout à l'heure, je pense que c'est vraiment c'est vraiment ça, quoi. Et petite précision, oui, qui a pour moi quand même son importance à ce show de la Big Japan. Il y avait beaucoup de nanas, et il y avait des petits enfants aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Wow. Il y avait des petites gamines de 5-6 ans. Ok, à la dure. Ouais. Japan. Dont l'enfant du catcheur dont on parlait tout à l'heure. Les noms ouais, probablement. Non, mais oui, dire que tu peux te recevoir une goutte de sang de catcheur en plein match hardcore, oui, tu dois être en communion avec, quoi, même inconsciemment, quoi.
Et la garder pour le cloner, mais ça c'est une autre moi je sais que ça m'a toujours vraiment tenté de voir du catch hardcore en live, quoi. Ne serait-ce que pour vivre l'expérience, parce que là pour le coup le sang est pas juste un pixel, quoi. Il est là, quoi. Tu peux limite, réel, tu peux même aller le toucher après le match, quoi. Donc même si c'est pas hyper Covid friendly, mais avec un gant, quoi. Donc pour ça que moi je voulais vraiment savoir ce que vous en aviez ressenti, quoi, parce que c'est ce que moi j'aimerais essayer de ressentir un jour, quoi. Bah franchement, l'expérience d'aller voir du catch hardcore en live, c'est vraiment quelque chose à faire. En fait, ça va modifier en fait ta vision du catch hardcore. Puisque là, comme tu dis, il n'y aura pas d'action, t'as pas d'écran interposé, le sang c'est pas du pixel, tout est palpable, tout est t'as la réaction du public en même temps. Mais tu vis en live, donc c'est complètement différent. Au pire, Félix, tu prends un seau et si ça se passe mal, voilà. Bah sinon, je viens chez toi avec une fourchette et Abdullah the Butcher en mode Abdullah the Butcher, et puis voilà. Quelques trucs à brochette et... Non, je veux faire appel à des professionnels, merci. Oh, bah écoute, il va finir par avoir son petit niveau. Et bah écoutez, je pense qu'on va rester sur ce setup de fourchette pour clore l'émission sur le catch hardcore. Laure et Raphaël, un grand merci, même si de toute façon, faites partie de la famille, donc il n'y a aucun souci. Et puis maintenant que les dieux de la technique sont avec nous, on est reparti pour plein d'émissions, en espérant quand même le plus tôt possible se retrouver en personne, hein, bien entendu, c'est toujours plus sympa. Ça nous permet de vous rappeler que si vous râlez, on vous en voudra pas, mais que nous faisons aussi avec la réalité d'enregistrer en distanciel, c'est comme ça. Félix, un grand merci pour effectivement les préparations, la promo, le montage, hein, on ne le dit jamais assez, il faut rendre à César. Vous nous retrouverez sur tous les réseaux du Catchacast, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube évidemment. Pour les mashups, n'oubliez pas, il y a une playlist de Félix qui se donne du mal pour vous faire sourire ou voir ses références cinéma, catch croisées. C'est très sympa, ça va de Rocky jusqu'à plein d'autres refs. Vous verrez, allez-y, foncez, c'est du bon. Vous pouvez aussi nous soutenir évidemment sur Patreon, hein, si nous sommes sur Patreon, donc Patreon/Deez Podcast, DEEZ podcast tout attaché avec un S à la fin. De toute façon, vous aurez ça dans la description du podcast. Ça commence à partir de 1€, n'hésitez pas si vous pouvez nous aider, et sinon même si vous ne pouvez pas financièrement ou que vous ne voulez pas pour une raison éthique concrète, genre on va pas soutenir des gens qui aiment des personnes qui s'assaillent avec des fourchettes, vous pouvez simplement faire parler de nous sur les réseaux sociaux en partageant nos podcasts et venir parler avec nous sur Discord. Et merci à tous et on vous dit à très vite et à très bientôt. À bientôt. Catchacast. Ciao. Salut. Ciao. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Deez Podcast sur Twitter @DeezPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.